Bonjour, je m'appelle Sophie Assimou de l'organisme de recherche de l'Institut de droit local à l'Université autonome de Madrid. Cet exposé est cadré dans l'excellente initiative du programme Partager des connaissances de l'UDT à laquelle je suis fière d'appartenir. Lorsque j'ai reçu le sujet de mon exposé, l'environnement urbain et les gouvernements locaux en Europe, et l'on m'a dit que je disposais seulement de 10 minutes pour représenter quelques-uns de mes points de vue, ma première réaction fut « d'accord, 10 minutes ne suffisent pas pour énumérer quelques-uns des problèmes environnementaux que les citoyens subissent dans les modernes villes européennes. L'air, le bruit, la lumière et la pollution, la distribution et la qualité de l'eau potable, l'affaiblissement du sol, des sols pollués, les conséquences du changement climatique provoqué par l'homme, les déchets et leur gestion, les incendies, les embouteillages, la radiation électromagnétique, et cette énumération n'est pas exhaustive. Alors j'ai pensé vous offrir un exemple empirique issu de mon expérience personnelle afin d'illustrer comment la qualité de vie peut changer selon le lieu de résidence, les ressources financières disponibles, le cadre légal et la politique de la ville et l'éducation sociale. J'ai vécu à Madrid, en Espagne, les derniers 5 ans. La ville dont je parlerai comme la ville grise, et bien sûr, cela ne veut pas dire que Madrid ne soit pas une merveilleuse ville pour y vivre. Cependant, l'année dernière, j'ai habité à Fribourg, en Allemagne, considérée comme une des capitales vertes de l'Europe. Dans la communauté autonome de Madrid, le modèle d'urbanisme se caractérise par une urbanisation extensive peu organisée, principalement due au manque de bâtiments accessibles dans la ville. Comme la plupart des 4 millions d'habitants de Madrid et ceux des alentours, je dois conduire 70 km pour aller travailler ou 50 km simplement pour aller au cinéma. À cause du manque de transport public, à Fribourg, la situation est tout à fait différente. Je mettais 20 minutes à vélo pour arriver au travail ou prendre le train qui me menait au centre de ville. Le centre urbain est une rue totalement piétonnière et la circulation des véhicules y est complètement interdite. Une autre grande différence qui touchait ma vie quotidienne, c'est qu'à Madrid, le recyclage n'est pas obligatoire. Il y a des lieux qui ne disposent d'aucune infrastructure qui permettent aux citoyens de recycler même s'ils le veulent. À Fribourg, le recyclage est obligatoire et on le prend au sérieux. Si un citadin fribourgeois observe qu'on n'a pas déposé correctement les déchets, il peut même informer les autorités. En ce qui concerne l'énergie solaire, Fribourg l'a rendue obligatoire alors qu'à Madrid, c'est simplement un exemple de bonne pratique. Bien sûr, il est clair qu'on ne peut pas comparer une grande métropole comme Madrid avec une petite ville comme Fribourg et que la gestion de leurs problèmes par leurs gouvernements locaux est bien différente. Cependant, je crois que la philosophie qu'il y a derrière le dessin urbain d'une ville et ses services publics peut être similaire. Dans le cas de Madrid et Fribourg, la base de leur philosophie est tout à fait différente, ce qui explique les causes de l'augmentation des problèmes de l'environnement dans la ville grise. Du dit exemple, on peut tirer 4 conclusions. En premier lieu, l'environnement urbain, quoiqu'il s'agisse d'un vaste concept abstract à analyser en si peu de temps, est en effet un bon exemple de la manière de transférer des valeurs à la politique et aux lois dans le milieu local. 4 Européens sur 5 habitent les zones urbaines. La santé et la qualité de vie sont directement menacées par l'état de notre environnement urbain. C'est dans les villes où les problèmes de l'environnement se concentrent et où les conflits politiques et sociaux se font sentir de manière plus intensive. Les villes sont également des pilotes économiques. Elles créent de l'emploi et des investissements. Par conséquent, le milieu urbain joue un rôle politique, sociologique et économique, même géographique, légal et biologique. Donc, son analyse va dépendre des paramètres pris en considération. Dans ce bref exposé, je vais expliquer sommairement les différents éléments politiques, sociologiques et légaux de l'environnement urbain de la perspective de la gouvernance locale.
En deuxième lieu, une mentalité environnementale urbaine est nécessaire, ainsi qu'un nouveau paradigme exprimé à tous les niveaux essentiels du gouvernement local, les processus, la planification et la gestion des instruments politiques. La clé pour le développement soutenable est multidimensionnelle, multisectorielle et nécessite une approche intégrée. Il est de notoriété que les autorités locales des villes vertes les plus connues, en consonance avec les principes environnementaux d'intégration, envisagent des approches combinées pour la gestion des problèmes en milieu urbain. Beaucoup de villes vertes ont mis en fonction des systèmes de gestion de l'environnement tels que EMA ou ISO 14001 afin d'assurer des politiques objectives et se doter d'un scrutin public. Ces villes adoptent des stratégies d'action à long terme. Elles mettent en contact des politiques et des engagements aux différents niveaux administratifs. Ainsi, on obtient une meilleure planification en évitant des conflits entre les différentes politiques et des initiatives qui pourraient amener, dans des circonstances contraires, au niveau administratif à chercher des solutions légales ex post comme résultat de l'application des principes légaux abstracts. Pour atteindre une bonne implantation des mesures environnementales, il est indispensable d'établir des objectifs délimités et précis, des campagnes d'information, des engagements, des procédures pour la supervision des processus, de la consultation publique, des révisions, des audits et des rapports. Un programme de gestion environnementale intégré, comme le programme local Action 21, a été adopté par la ville de Copenhague sous le régime des lois danoises avec d'autres stratégies pour différentes matières. Trafic, les déchets, les risques liés aux émissions de dioxyde de carbone, ainsi que son propre programme pour l'environnement concernant toute la ville nommé Dogme 2000. C'est l'approche proposée par Copenhague à la gestion de l'environnement de la ville. Outre que les initiatives volontaires, les programmes locaux 21 et l'engagement de Aalborg, des États membres comme la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie, etc., ont légiféré des mesures pour une gestion intégrée de l'environnement urbain. En troisième lieu, malgré l'européanisation de la loi pour l'environnement, législation pour la consultation des administrations sur l'environnement des projets publics et privés, et des stratégies des programmes publics, du contrôle intégré sur la pollution et les licences, des standards pour la pollution des véhicules, les procédures EMA, etc., les mesures mises en œuvre par chaque État membre se caractérisent par leur immense variété en fonction de leurs ressources financières disponibles, les cadres légaux ainsi que la sensibilisation des questions sociales. La loi européenne de l'environnement est une loi de minimale et c'est le gouvernement local qui va l'optimiser et va élargir le spectre légal et qui va interpréter largement leur contenu. C'est plutôt une question de la gouvernance locale comme l'est son accomplissement ou la possible résistance politique. En quatrième lieu, en ligne avec le 6e programme d'action pour l'environnement et en ligne avec l'exemple personnel signalé, il est nécessaire la mise en œuvre des actions dans les 4 thèmes essentiels remarqués. La gestion urbaine et la construction efficace qui ont le pouvoir de réussir à la durabilité à long terme, les transports urbains durables, la gestion adéquate des déchets et l'investissement dans les énergies renouvelables. Les villes compactes aux normes architecturales verticales avec un usage miche du sol à cet effet et comportant des constructions modernes améliorent l'efficacité énergique avec la baisse évidente des émissions de dioxyde de carbone. Les gouvernements locaux devraient promouvoir de telles méthodes en adoptant les meilleures pratiques pour leurs bâtiments dans le but d'obtenir un résultat vert. Dans ce contexte, la réhabilitation des bâtiments est aussi importante. Le transport urbain a un impact direct sur la pollution de l'air, sur les pluies, sur l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone. L'adoption et l'implantation des programmes de transport urbain durable est obligatoire après l'approbation de la législation dans des pays membres tels que le Royaume-Uni ou la France, ou comme des types de mécanismes installés à Chypre, dans la République tchèque ou en Italie. La ville verte de notre exemple Fribourg, au travers des changements produits dans les transports et les politiques d'usage du sol, a réussi à ce que les gens se déplacent à pied, qu'ils utilisent le vélo, le nombre de parcours à vélo étant triplé,
et l'usage du transport public ayant doublé dans les 30 dernières années. Les conséquences, une importante réduction des émissions de dioxyde de carbone malgré l'intense croissance économique de la ville. Dans ce même contexte, a remarqué la planification du transport urbain durable de la ville française de Nantes, comportant 24 municipalités et 569 000 habitants, qui fut adoptée en 2000 sous la loi française. La méthodologie et le savoir-faire, en concordance avec les principes des meilleures techniques disponibles pour les secteurs de l'environnement urbain, se trouvent à des hauts niveaux de développement technologique. Par conséquent, les principaux obstacles pour l'implantation de nouvelles politiques durables et pour l'adoption d'une législation adéquate n'est pas un manque de connaissances scientifiques en la matière. L'idée négative très répandue est que les problèmes de l'environnement sont particulièrement complexes ainsi que ses conséquences. Les initiatives locales mises en œuvre pour résoudre un problème peuvent en créer d'autres ailleurs et peuvent causer des conflits avec les politiques des niveaux régionaux ou nationaux. Par exemple, les politiques pour l'amélioration de la qualité d'air à travers l'acquisition des autobus propres peuvent devenir minées pour la croissance du transport privé promu par des décisions sur l'usage du sol. Par exemple, la construction des places de parking au centre de la ville. Comme l'on a déjà vu, le changement de ces secteurs visant à obtenir une croissance urbaine durable, c'est plutôt une question de décision politique que de priorité envers les valeurs de l'environnement. Cette décision politique doit se concrétiser par l'adoption d'un procès-verbal formel et légitimé par une sécurité légale. Il est très improbable, étant donné la crise vécue actuellement, de poursuivre une politique fondamentale surtout en valeur de l'environnement. Les moyens financiers et les intérêts divergents sont également importants. Les mesures urbaines durables offrent une opportunité pour échapper à la crise financière actuelle et créer en même temps de nouvelles zones d'intérêt aux investisseurs. Pour conclure, on est tout à fait conscient des problèmes de l'environnement urbain, étant donné que nous sommes la première cause et les premières victimes à en souffrir des conséquences. Lorsque nous accepterons de faire partie des principales raisons des problèmes, nous serons conscients qu'en grande partie, nous ferons aussi partie de la solution. Les citadins constituent les villes et ces dernières ont institutionnellement la capacité de leur apporter des réponses qui sont intégrées dans les structures publiques. Les États, en collaboration avec les gouvernements locaux, offrent aux citadins du soutien dans l'éducation écologique, des informations fiscales, des ressources et des procédures adéquates pour atteindre une parfaite mise en application des connaissances efficaces pour l'amélioration de l'environnement urbain. Les pouvoirs publics plus proches des citoyens et le gouvernement local, les leaders administratifs et politiques sont les premiers à être impliqués dans une profonde distribution des responsabilités. D'autre part, l'application du principe subsidiaire au niveau européen oblige que l'action doive être conduite au niveau le plus réel et concret, c'est-à-dire au niveau local. Les gouvernements locaux peuvent promouvoir des villes plus compétitives, plus efficaces, plus fonctionnelles et plus attrayantes, tant pour les investissements que pour les travailleurs, en promouvant le développement durable de l'environnement urbain. Cependant, la diversité historique, géographique, climatique et administrative, ainsi que les conditions légales, en appellent à des solutions développées pour le milieu urbain. Par conséquent, les gouvernements locaux doivent se positionner institutionnellement, financièrement et légalement pour désigner leur propre stratégie d'action et leur législation en la matière, en assurant les moyens financiers pour y parvenir, et ils doivent être prévenus des effets que le milieu urbain peut produire. C'est un engagement de chaque citoyen, de chaque structure publique, y compris les gouvernements locaux. C'est l'assurance d'une haute qualité de l'environnement urbain et cela va contribuer à long terme à la priorité établie dans le renouvellement de la stratégie de Lisbonne pour faire de l'Europe un milieu plus attrayant pour travailler et pour investir. Merci beaucoup.